Je suis Stéphane Bellavance et vous écoutez le 4e épisode de « Et si on se déplaçait autrement ». Après avoir exploré les différents enjeux et les solutions liées à la nouvelle mobilité, je vous propose en guise de conclusion de plonger concrètement dans ce qui se fait actuellement pour faire avancer ce grand chantier qui va changer notre manière de nous déplacer. Je me souviens d'une fois où mon amoureuse et moi, on a décidé d'utiliser le fleuve pour nous rendre à Montréal. On a donc trouvé une navette fluviale, vraiment facile d'accès, c'était très agréable. On est allé là avec les enfants, grand-maman, on allait passer une journée au Vieux-Port de Montréal et donc on a pris cette navette fluviale, ce bateau qui est une espèce d'autobus qui flotte là, avec plein de monde dedans. Et on s'est rendu jusqu'au Vieux-Port de Montréal et c'était une expérience fantastique. Bon, il faut dire qu'il faisait beau, la météo était de notre bord, mais de montrer à mes enfants Montréal de ce point de vue-là, du point de vue de l'eau, c'était vraiment le fun. On a pu leur raconter toutes sortes de choses. Ils ont vu des trucs qu'ils ne connaissaient pas. On a croisé des bateaux. On a vu Montréal d'un point de vue qui est franchement intéressant et pas assez vu souvent. Et là, je me dis, le transport en commun, c'est aussi ça. C'est aussi voir notre trajet autrement, avoir une nouvelle fenêtre, parce que quand on prend notre auto, on regarde en avant, on regarde rarement sur le côté. Et les choix que je fais et que j'ai envie de faire pour me déplacer autrement, pour donner un coup de main à la planète, pour être plus efficace, pour que ça coûte moins cher, pour toutes les raisons, en fait, je le fais pour moi, mais je le fais aussi parce que mes garçons me regardent faire. Parce que mes garçons, je sais qu'ils imitent leurs parents, puis moi, je suis leur papa. Et ce qu'on fait, ils l'enregistrent. Fait que j'ai envie qu'ils enregistrent la bonne affaire. Au cours des 3 premiers épisodes de cette série, j'ai l'impression d'en avoir appris beaucoup sur la mobilité intégrée. Je comprends mieux maintenant qu'au-delà du transport, elle nous permet de repenser complètement la manière dont on se déplace et aménage nos communautés de manière plus inclusive, plus accessible et surtout plus durable. Maintenant, j'aimerais savoir comment faire pour mettre ça en place pour que ça fonctionne. Suivez-moi parce qu'on va maintenant parler de la façon de concrétiser ces solutions avec les acteurs clés. Pour savoir un peu mieux comment ça marche ce beau projet-là, comment faire pour tout mettre en place pour que ça fonctionne, j'avais envie de discuter avec 2 personnes en particulier, M. Benoît Gendron, qui est directeur général de l'ARTM, et Mme Ouda Slaoui, qui est directrice exécutive planification stratégique, tarification et financement à l'ARTM. J'ai l'impression que ça nous concerne tous, ce projet-là, et qu'on a tous notre grain de sel à mettre, mais qui s'occupe des enjeux de la mobilité. Il y a vous, mais vous n'êtes pas seul. On n'est pas seul, c'est l'affaire de tous. Le gouvernement du Québec est là pour fixer les grandes orientations au niveau de la politique de mobilité durable. La CMM est là également pour fixer des orientations au niveau de l'aménagement du territoire. CMM étant Communauté métropolitaine de Montréal. Exactement, où on a combiné à la fois le développement du transport collectif et l'aménagement du territoire. On le fait d'ailleurs dans le cadre du PMAD. Petit lexique de la mobilité intégrée. PMAD, le Plan métropolitain d'aménagement et de développement du Grand Montréal. C'est un outil pour aider les municipalités de la communauté métropolitaine de Montréal à créer des milieux de vie attrayants et dynamiques dans une perspective de développement durable. Et évidemment, l'ensemble des acteurs de mobilité que sont les sociétés de transport et les autres acteurs de mobilité, des modes émergents que pourraient être l'autopartage, les vélos, etc. C'est l'affaire de tous. Est-ce que tout ça s'inscrit dans la politique de mobilité durable, le PMD, pour prendre le langage du gouvernement? Oui, effectivement, le gouvernement a lancé la politique de mobilité durable avec des objectifs d'amélioration de l'offre de services. On parlait de 5 % par année pendant une période de 10 ans. Donc, oui, on s'appuie sur cette politique-là. Il y a également des objectifs plus spécifiques, comme de réduire dans le cadre du plan stratégique les gaz à effet de serre de 37,5 % par rapport à 90. Évidemment, diminuer la consommation de pétrole, diminuer les temps de déplacement par la mise en place de corridors plus performants pour les transports collectifs, des voies réservées ou des mesures spécifiques au feu. Et évidemment, on en a parlé, la congestion routière. Il faut diminuer, évidemment, cette congestion routière-là qui coûte, je le rappelle, 4,2 milliards par année en termes de perte de productivité.
En fait, on veut que d'ici 2050, la majorité des citoyens se déplacent en mode de transport collectif ou actif. Donc, par rapport à la situation actuelle, on est à peu près à 25 % d'utilisation des services de transport collectif et actif dans la grande région métropolitaine. 75 % des gens se déplacent autrement, voire l'automobile ou du covoiturage. Donc, l'objectif est quand même ambitieux, c'est d'ici 2050. Donc, c'est une transformation véritablement de la mobilité. Lors de la création de la RTM en 2017, un des mandats que vous aviez, c'est d'assumer la responsabilité de la tarification des services. Et c'est là tout le défi, parce que ce que je comprends du projet, c'est que entre le point A et le point B, il y aura plusieurs modes de transport. Et pour l'instant, ces modes de transport-là, je dois les payer pratiquement individuellement, ou du moins trouver la façon que mon titre puisse me permettre de changer de transport. Comment on va faire pour arriver à ce que c'est... comment vous allez faire? Je dis « on » parce que je pense pas pouvoir vous aider là-dedans personnellement, mais comment vous allez faire pour faire en sorte que ça soit simple, la tarification? La tarification, c'est une compétence exclusive de l'autorité. Et effectivement, dès sa création, il y a un vaste projet de refonte tarifaire, donc la refonte de la structure tarifaire à l'échelle métropolitaine qui a été engagée par l'autorité. Donc, Stéphane, la tarification du transport collectif est un des facteurs qui influence le choix du mode de transport des citoyens dans leurs déplacements. Donc, bien adapté aux besoins des usagers, ça va permettre d'influencer les comportements de mobilité et de favoriser l'attractivité du transport collectif. Donc, qu'est-ce que c'est la refonte? C'est vraiment la simplification et l'intégration tarifaire à l'échelle métropolitaine. Donc, c'est une démarche de très grande envergure et qui vise à faciliter et favoriser l'utilisation du transport collectif, ce qui veut dire que tous les usagers de la région métropolitaine y gagnent, notamment avec davantage de services à un prix équivalent. Alors, cet immense projet de la RTM pour la mobilité intégrée, il semble avoir 1001 choses à faire. Et j'aimerais comprendre pourquoi une de ces premières choses-là, c'est l'intégration des tarifs. Pourquoi on s'attaque à ça en premier? Au cours des 40 dernières années, plusieurs modifications ont été apportées à la structure, aux différentes structures tarifaires de la région métropolitaine. Ces structures-là, tarifaires, varient d'un exploitant à l'autre. Certains offrent une tarification uniforme sur leur territoire, alors que d'autres, c'est une tarification zonale. Donc, ces structures-là sont venues se superposer, voire se chevaucher. Quelques titres intégrés seulement ont été introduits en 98, mais il n'y a jamais eu un ménage dans ces différentes grilles-là qui existent dans la région métropolitaine. Donc, on parle de plus de 700 titres en circulation. Donc, ça devenait important de revoir, de remanier au complet la structure tarifaire pour une réelle simplification de sa compréhension par l'usager. Quand on dit un titre, c'est le billet qui me permet d'utiliser l'autobus. Et donc, quand on dit qu'il y a plus de 700 titres, c'est des billets d'autobus, des billets de métro, des billets de train, ce qui me permet de prendre comme une auto, ce qui me permet de prendre un Bixi. Et là, il y a un immense ménage à faire pour que tout ça, ça rime. Et que quand moi, je décide d'aller à tel endroit, ben que l'application que j'ai au creux de ma main ou devant mon ordi ou au téléphone, je sais pas, ben tout ça fait que je puisse prendre l'autobus, le Bixi, le métro et tout ça simplement. Oui. Alors déjà, on arrime l'accès à l'ensemble des services de transport collectif. Donc votre billet, tout mode, va vous permettre d'avoir accès au métro, au train, à l'autobus, au REM également, lorsqu'il sera mis en service, et tout autre mode de transport collectif qui pourrait apparaître dans la région. On a des ententes effectivement avec Bixi, avec Communauto. Donc maintenant, on sera davantage en mesure de développer ce genre de partenariat avec d'autres services de la mobilité. À ce moment-ci, quel est le plus grand défi de la démarche, là? Actuellement, la refonte est implantée dans un contexte qui bouge. Donc, on parle de la pandémie, et la perte de l'achalandage que ça a amené, le télétravail également, l'arrivée de nouveaux projets, donc un nouveau mode de transport structurant qui est le REM. Donc, le projet semble fixe. La première phase a été déployée le 1er juillet 2022. 2021. On s'apprête au 1er juillet 2022 à déployer la phase 2, mais il faut quand même rester agile.
pour éventuellement s'adapter à ces nouveaux comportements de mobilité qu'il est encore très difficile de prévoir, donc les impacts à long terme de la pandémie. Donc ça va être un des défis, cet ajustement-là au contexte. On s'ajuste tous, en fait, en ce moment. On est dans une vie d'ajustement, j'ai l'impression. Quand on entend parler de projets comme celui-là, de mobilité intégrée, de transport en commun, on a l'impression qu'on s'adresse aux gens qui le font de façon récurrente, qui vont utiliser les transports en commun pour aller travailler du lundi au vendredi. Mais qu'en est-il des gens qui vont utiliser ces systèmes-là de façon occasionnelle? Est-ce que le service est là pour eux aussi? Alors, c'est effectivement un des avantages de la refonte. Donc, elle permet, cette refonte-là tarifaire, d'introduire une tarification plus flexible pour répondre à des besoins de déplacement occasionnels et diversifiés. Puis, effectivement, on pense aux télétravailleurs qui vont utiliser les services de transport collectif 2 voire 3 fois par semaine, alors qu'avant, la plupart avaient une passe mensuelle. Donc, cette offre-là tarifaire de carnet, de multipassage était moins importante dans l'ancien système et aujourd'hui, elle est disponible. Donc, les usagers vont avoir accès à des titres multipassages unitaires ou en carnet qui vont leur permettre de se déplacer occasionnellement sur le réseau. Et comme c'est une offre également tout mode, donc l'usager n'aura pas à réfléchir encore là à un choix de mode en particulier. Il peut passer d'un mode à l'autre en fonction de ce qui sera disponible comme offre de service près de lui au moment où il veut se déplacer. Parce que là, présentement, j'aime bien me prendre mon exemple parce que c'est celui que je connais le mieux. Si je pars de chez moi, Couronne-Nord, l'Assomption, je le répète, et que j'ai envie d'aller à Laval ou à Longueuil, là, présentement, si je veux faire un transport en commun, il va falloir que je m'assoie à mon ordi et que je trouve le bon trajet, que je trouve la bonne façon de faire et les bons titres pour arriver à destination. Ça risque d'être un peu ardu parce que justement, avec les grilles tarifaires présentement et tout ça, et trouver le bon chemin pour y arriver, ça sera possiblement compliqué. Avec ce que j'entends présentement, ça veut dire que en mettant mon manteau pour sortir dehors, je pourrais prendre mon téléphone et trouver le bon chemin pour me rendre et ça devrait se faire à l'aide de mon pouce sur mon écran. Est-ce que je comprends bien la chose? Effectivement, c'est ultimement le but à atteindre. Il y a des expérimentations dans la région, donc des projets pilotes, que ce soit au niveau de la technologie ou éventuellement pour des sélecteurs de titres, donc qui vont permettre de simplifier le choix de titres. 2 familles de titres seulement seront disponibles. Donc, on est passé de près de 700 titres à 2 familles de titres, des titres tout mode qui vont vous permettre l'accès à l'ensemble des modes de transport de la région et un titre bus qui va vous permettre de circuler sur l'ensemble des réseaux d'autobus de la région. Donc, il va y avoir un sélecteur de titres qui va vous permettre, en entrant votre origine et votre destination, d'identifier entre ces 2 titres-là, finalement, pour votre déplacement. On parle beaucoup du transport en région métropolitaine. On pense Montréal. On pense même souvent à l'accès région Montréal vers les régions. Mais qu'en est-il du reste de la province avec ce projet-là? En fait, on veut rendre le projet de mobilité modulable et réplicable pour l'ensemble des territoires de la province de Québec. Donc, une ville pourrait très bien prendre une partie d'application et l'utiliser, que ce soit pour le transport collectif ou un autre module qui serait le vélo en libre service. Donc, ça va être possible pour les autres municipalités de faire en sorte d'utiliser les différents outils de la plateforme qu'on veut développer. M. Caldwell, merci d'avoir trouvé du temps dans votre horaire pour venir jaser avec moi. Un vrai plaisir. Et puis pour venir ici, je dois dire, tantôt je suis parti du bureau, j'ai pris le métro et l'autobus pour me rendre à Pointe-aux-Trembles. Après, j'ai loué une communauto. Eric Allen Caldwell est conseiller municipal d'Hochelaga, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, président de la STM, et il a trouvé un trou dans son horaire pour venir jaser avec moi. Aventures de mobilité-là nous font découvrir la ville, nous font découvrir qu'il y a plusieurs possibilités de se déplacer. Donc, je suis content d'être là. Merci de me recevoir. C'est un grand plaisir. Donc, je comprends que vous êtes un utilisateur de cette mobilité intégrée. Ah, absolument. Je travaille à plusieurs endroits dans la ville, donc mes parcours de déplacement sont très variés. J'aime prendre Bixi, j'aime prendre le métro, j'aime prendre l'autobus. Il y a des journées où j'ai le goût de me déplacer plus vite. Il y a des journées où j'ai le goût de me garder un 15 minutes de marche parce que j'ai besoin de faire le point sur une idée ou sur un discours que je vais faire. Donc, ce choix-là que j'ai de moduler mes parcours sans stress,
en toute sécurité, parce que c'est un élément important de la mobilité durable, une prise en charge de notre destinée via les transports collectifs. On n'est plus au volant de notre auto, ça enlève un grand stress, et une prise en charge de notre horaire, de notre point de destination, avec les différentes façons de s'y rendre. Je suis un grand utilisateur de tous les modes à Montréal et j'adore ça. Ben ça vous met dans une excellente position comme décideur maintenant dans ce grand monde de la mobilité. Comme vous êtes utilisateur, votre expérience, j'imagine, influence un peu vos réflexions qui mènent à des décisions, là. Ah, absolument. Et lorsqu'on veut justement, parce que lorsqu'on est décideur, on a aussi un souci d'efficacité, c'est-à-dire avoir le meilleur rendement sur l'investissement, offrir justement un cocktail de transport, des choix de mobilité qui, lorsqu'elles sont bien complémentaires, deviennent très attractives pour le citoyen, donc font en sorte que ça marche que de l'achalandage puis qu'on a un bon retour sur l'investissement. Parce qu'on n'a pas les moyens de se payer un autobus pour un passager. Lorsqu'on se paye un autobus pour 20 passagers, c'est là qu'on fait une différence parce qu'on retire 20 autos sur la route. Donc, on a un souci d'efficacité, de rendement pour le développement durable, pour permettre d'investir encore plus dans des nouveaux modes de mobilité. Donc, lorsqu'on combine ce souci de rendement, d'efficacité qui va rendre le mode plus attractif, qui fait qu'il y a plus de gens qui vont le prendre, à ce souci de, comme citoyen, avoir un service où on peut répondre à nos besoins. Les besoins, c'est pour aller au travail, pour la vie quotidienne, pour l'évasion. Quand on fait le cumul de tout ça, c'est là qu'on réfléchit à la meilleure offre qu'on peut offrir aux Montréalais. Est-ce que c'est ça, dans le fond, mettre, comme président de la STM, mettre le transport collectif au cœur du développement de la mobilité de Montréal? C'est ce que vous me racontez là, c'est ça, finalement? Oui, parce que, encore là, quand on réfléchit à l'histoire de la mobilité, on revient aux anciennes voies romaines, qui étaient des vecteurs de communication au port, au parcours maritime. Après, il y a eu le chemin de fer. Il y a eu, tout au long du 20e siècle, toute une architecture de routes qui ont tissé des liens entre nos quartiers, entre nos régions. Quand on est dans une métropole, comme Montréal, quand on est dans la région métropolitaine, si on veut faire face à nos défis, il n'y a pas de choix, là. Il faut que la référence, il faut que l'articulation centrale de la mobilité soit le transport collectif. Alors, cette volonté de rendre le transport collectif comme incontournable et une articulation centrale de l'ensemble de la mobilité durable, donc, auquel on va pouvoir se rabattre efficacement en transport actif, en mobilité partagée et dans un système intégré, ben, c'est là qu'on s'approche d'une solution là, qui est vraiment efficace pour les Montréalais puis qui est vraiment efficace au niveau environnemental. Et c'est tout un défi. Et pour y arriver, on a besoin des citoyens. On a besoin de leur collaboration. Comment on va faire? Ben, on a besoin de leur collaboration justement en connaissant bien leurs besoins. On peut le faire, bien entendu, en se prononçant, mais on peut le faire aussi en ayant une stratégie intelligente d'analyse des données de mobilité. Et il y en a des données de mobilité. Il y en a énormément. Je vous donne un exemple à Montréal. Dans l'ensemble de notre réglementation, on demande aux différents opérateurs de s'assurer d'avoir une collecte des données de mobilité. Avec Bixi, par exemple, on collecte l'ensemble des données, donc on peut comprendre les gens ils se déplacent sur quelle distance, vers quel type de destination. Et là, en plus, on a des Bixi électriques et on réalise que les patterns de mobilité sont différents. On prend les Bixi électriques pour des trajets plus longs, peut-être pour une clientèle différente pour aussi, une peut-être. clientèle différente, pour des trajets plus longs, pour des points de destination différents. Même chose Communauto. Je vous disais, Communauto communique ses données de mobilité. Même chose pour le taxi. Même chose pour le transport collectif. On a des compteurs piétons, on a des compteurs vélos, on a des compteurs véhiculaires. Donc, comment est-ce qu'on organise ces données-là pour nous permettre de mieux planifier? Et je reviens à cet objectif-là, créer une simplicité pour les citoyens dans l'accès aux différents modes. L'objectif, c'est que les différents opérateurs, en analysant les données, arrivent à moduler leur offre pour encore mieux répondre aux besoins et arrivent à avoir un effet sur les opérateurs complémentaires, sur les modes complémentaires. Et encore là, ce grand défi, avec l'organisation de toutes ces données-là, organiser un portail d'entrée aux citoyens pour permettre d'avoir accès à toutes ces mobilités en s'y retrouvant de façon ordonnée. C'est ça qui est révolutionnaire, en fait, en ce moment. C'est que là,
il y a plein de services qui sont offerts, qui sont là, qui existent présentement dans la grande région métropolitaine, à Montréal en particulier. Et c'est d'arriver à créer cette espèce de simplicité-là, puis avec, dans ma poche, dans mon téléphone, au bout de mon pouce, ou peut-être, si j'ai pas de téléphone, devant mon ordi ou devant une sympathique personne dans un guichet, mais j'aurai simplement, avec peut-être un paiement, là, tout d'un coup, tous ces services-là qui vont s'offrir à moi selon mes besoins. C'est quand même... Ça semble tellement logique quand on le dit, mais c'est révolutionnaire dans la façon de voir le transport collectif. C'est formidable quand on a des besoins en déplacement, mais c'est aussi formidable pour les décideurs publics quand vient le temps de se demander où est-ce que j'investis mon argent en mobilité. Est-ce que je l'investis comme ça se faisait avant ou je regarde avec l'évolution des besoins la façon qu'ont les gens de moduler leur offre, de transférer d'un mode à l'autre. Où est-ce que c'est le plus payant pour moi d'investir pour offrir le plus de déplacements? Alors, c'est très utile. Parce que si on continue à refaire la mobilité sans se poser la question en disant « Ah, avant il y avait une route, là on refait une route. Avant il y avait une ligne d'autobus, on refait une ligne d'autobus, il y avait un métro. » Il faut vraiment arriver pour, avec la même somme d'investissement, offrir un meilleur rendement. J'ai une obsession là-dessus, moi, comme décideur public. C'est une obsession qu'on apprécie, je pense. Bon, mais ça, la mobilité intégrée va nous permettre de faire des meilleurs choix et de les justifier avec l'ensemble de nos objectifs. Les objectifs sont environnementaux. C'est fondamental. Oui, ça, on le sait. Ça, c'est clair pour tout le monde. Je ne suis pas sûr que tout le monde est convaincu encore d'abandonner sa voiture. Ça, il en reste du chemin à faire, mais on le sait tous qu'on devra le faire éventuellement. Et quand l'offre sera simple, efficace et agréable, peut-être que ça va être plus facile de laisser l'auto dans l'entrée ou peut-être même pas de l'acheter. Parlons des revenus maintenant. En mettant tous ces joueurs-là ensemble avec appelons ça un titre unique. Je vais payer une fois pour faire mon transport, mais je vais peut-être utiliser les services de plusieurs intervenants différents. Ma question est toute simple. Est-ce que tous les intervenants là-dedans vont y gagner? Ben, c'est une question importante. Vous me permettez une petite anecdote du passé? Avec plaisir. Lorsqu'à l'époque, c'est le maire Tremblay à Montréal, il y a eu le développement de Bixi, c'est-à-dire le vélo en libre service à la demande, les taxis se sont dit, ben là, c'est un concurrent. Mm-hmm. Ça vient nous voler des trajets, ça va être dur sur notre chiffre d'affaires. Et je les comprends. Tout à fait. Il y a peut-être eu un petit effet au début, on ne se le cachera pas. Peut-être. Mais à la longue, on a vite réalisé que les gens qui prennent le Bixi sont les gens qui prennent le taxi. Et lorsqu'il y a l'offre combinée du taxi et du Bixi, ben, ils prennent encore moins souvent leur auto parce que, justement, le fait d'avoir les deux, ils savent qu'ils vont avoir des choix. Même chose, souvent, ces clients-là, ces citoyens-là ont recommencé à prendre le métro parce qu'ils ne se sentaient pas captifs du métro, parce qu'ils savaient qu'ils avaient le Bixi et le taxi. Donc, effectivement, il faut avoir la maturité en différents opérateurs pour comprendre l'effet de levier d'un à l'autre. Mais quand on va se le dire, l'ensemble de la mobilité héritée du 20e siècle s'articulait autour de l'auto. Et ça, les études sont prouvées. Quelqu'un qui met un si gros investissement dans son auto, ça coûte cher avoir un auto. Ça coûte extrêmement cher. Il va en profiter. Puis il se dit, ben là, c'est pas vrai que je paye si cher pour mon auto pour pas l'utiliser. Donc, ce sont souvent les gens qui utilisent moins la mobilité complémentaire. Alors, la façon de gagner le cœur et les trajets de ces gens-là, c'est en faisant valoir la complémentarité et la redécouverte des différents choix de mobilité. Alors, ça peut paraître contre-intuitif, mais heureusement, la littérature, les expériences nous démontrent que la mobilité durable, les différentes solutions de mobilité durable ont un effet de levier l'un sur l'autre plutôt que de cannibalisation. Une chose est certaine, si je descends la Côte-Saint-Denis en Bixi, ça se peut que j'ai le goût de la remonter en taxi. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Mais ça, c'est mon cardio qu'il faut que je travaille. Ça, c'est un autre histoire. Vous essayerez le métro aussi, c'est bien efficace. Un autre des défis aussi, c'est de faire en sorte que tous les membres de l'équipe se tiennent par la main et qu'ils aient envie d'embarquer dans le projet. Et parmi ces membres de l'équipe, ben, il y a des sociétés d'État, mais il y a aussi des membres du privé. Et les intérêts ne sont pas nécessairement les mêmes d'un organisme à l'autre. Il faut faire en sorte que tout ce monde-là ait envie de plonger dans le projet. Ça aussi, c'est un défi. Là. Privé, société d'État, que tout le monde se parle. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut s'essayer.
Non, mais il y a un volet laboratoire important. Quand la voie n'est pas tracée pour ce genre de solution, parce que ça n'existe pas, puis quand on regarde ailleurs dans le monde, il y a des percées intéressantes, mais il n'y a pas une recette de gâteau à toute épreuve. Là. On se rend compte justement qu'il faut défricher, il faut innover, il faut développer des solutions. Donc, c'est pour ça que le volet laboratoire est important. Et à la Ville de Montréal, on est très fiers justement de se donner le droit à l'erreur, parfois, justement, en essayant des solutions. Et lorsqu'on stimule l'innovation, la mise en commun justement des ressources, on a parfois des résultats étonnants. Pas toujours, mais on ne peut pas attendre le grand jour. On se dit à un moment donné, je vais ouvrir la porte du four puis le gâteau va être cuit. Là. Il faut mettre la main à la pâte, il faut essayer des recettes. Et ça demande aussi parfois de nous sortir de notre zone de confort. Ou quand on défriche des terres inconnues, on ne sait pas toujours ce qu'on va trouver, on ne sait pas toujours jusqu'où on va caler dans le bout, mais on sait qu'il faut le faire pareil. Et je trouve ça intéressant que vous fassiez mention de ce qui se passe ailleurs dans le monde, puis que finalement, ça me fait réaliser qu'on n'est pas en retard. Le train passe maintenant, pour faire une analogie de transport en commun, là. Le train passe là, puis c'est le temps d'embarquer, puis j'ai l'impression qu'on le fait. On est là. On n'est pas en train de... Souvent, j'ai l'impression qu'on nous dit dans certains projets qu'on est en train de rattraper d'autres sociétés, qu'ailleurs dans le monde sont donc avancés, mais là, j'ai l'impression on fait partie du peloton de tête, là, puis qu'on est là, puis qu'on avance. Ça me rassure, moi, comme citoyen. Non, mais Stéphane, quand on regarde objectivement la richesse de Montréal en institution de savoir, avec le nombre d'universités ici, avec l'expertise de pointe en technologie de l'information, en intelligence artificielle, le désir de la ville et des différents acteurs de se commettre dans des laboratoires pour faire évoluer les solutions de mobilité intégrée, quand on constate l'appétit des autorités publiques à Montréal, de la Ville de Montréal, des sociétés de transport, de la RTM, pour développer des solutions de transport en commun, en faire le choix de référence à Montréal. Il y a une volonté très claire. À Montréal, c'est la mobilité durable qui prime. On veut un transfert modal de l'auto à la mobilité durable. On a des conditions de succès pour être un des leaders au monde. Il ne faut pas manquer sa shot. Là. Moi, pour vrai, j'ai des frissons. Là. Je trouve ça le fun que pour une fois, on est en avant, puis on est là, puis on est capable de prendre des décisions. Puis avec ce qu'on vient de vivre avec la pandémie, qui a transformé complètement la vision du transport collectif, ben là, s'il y a un timing incroyable, puis là, j'ai l'impression qu'on saute dedans. Je trouve ça vraiment stimulant. En fait, moi, j'apprends énormément en ce moment. C'est le 4e balado qu'on fait, puis je découvre un monde incroyable avec le transport en commun. Mais ce que je découvre surtout, c'est qu'on est peut-être parmi les leaders mondiaux. Et ça, tabarouette, pour une fois que c'est nous autres. On vit à une époque, justement, où, avec le momentum qu'on a à Montréal, avec l'occasion qu'on a de se redéfinir dans un contexte de post-pandémie, l'apport des nouvelles technologies, la volonté d'expérimenter, de pousser la mobilité durable, on a un momentum à Montréal et comme vous le dites, Stéphane, il n'y a aucune excuse pour qu'on ne soit pas les leaders au monde là-dessus. Je pense que j'ai rien à ajouter là-dessus. Monsieur Éric-Alain Cardois, c'est un grand plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous venez d'écouter « Et si on se déplaçait autrement ?» un balado créé par Toast Studio pour l'ARTM. Réalisation Jeanne Desrochers. Conception et rédaction Simon Boiteau et Nicolas Titley. Production Danny Michaud.